Au Brésil, le président élu Jair Bolsonaro commence à former son gouvernement pour diriger le pays à partir du 1er janvier. Certains n'hésitent pas à évoquer la mise en place d'un fascisme tropical. On en parle avec l'invité du Grand Angle. Cet invité, c'est Jean-Jacques Kourlianski. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de l'Amérique du Sud et notamment aussi, bien sûr, du Brésil. Alors, après sa victoire avec plus de 55% des voix, Jair Bolsonaro prendra donc ses fonctions le 1er janvier prochain. Quelle serait votre définition de la nature du régime qui va se mettre en place au Brésil ? Alors, il y a une multiplicité de qualificatifs qui ont été avancés. Fascisme pour ses opposants les plus résolus, populiste pour ceux qui sont plus respectueux de la fonction présidentielle de Bolsonaro. Dictature. Bon, il y a Alain Rouquier qui a une formule intéressante qui parle de démocratie hégémonique. Ça, évidemment, c'est moins parlant que fascisme, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il est arrivé par la voie électorale, c'est incontestable, mais il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs et il n'a pas du tout l'intention de partager le pouvoir. Il a une très grande proximité avec l'armée, avec les militaires. Il a, oui, mais enfin, on n'est pas non plus dans la situation de 1964 où il y avait les chars dans les rues. Il faut rappeler donc qu'il y a eu une dictature militaire au Brésil de 64 à 85. De 64 à 85 et que Bolsonaro était sous-officier, de capitaine à l'époque, et qu'il a toujours défendu l'héritage de la dictature militaire sans pour autant souhaiter que les militaires prennent directement le pouvoir au Brésil aujourd'hui. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'armée est de nouveau intervenue publiquement depuis quelques mois. Le général en chef des forces armées a fait des pressions, exercé des pressions sur la Cour suprême du Brésil pour que le président Lula reste en prison. Ses avocats avaient présenté un recours. Et il est de nouveau intervenu au mois de septembre en disant que l'armée restait très vigilante sur le déroulement des élections. Et à l'issue de cette intervention, le président de la Cour suprême a pris comme conseiller spécial le chef d'état-major des forces armées. Donc les forces armées sont là. Et j'ajoute que le vice-président de Bolsonaro sera le général Mourão, qui est un général qui est connu pour ses positions assez dures, à tous les niveaux, d'ailleurs aussi d'un point de vue éthique et moral. Et puis on peut dire que le ministre de la Défense sera aussi un général, donc vraiment l'armée est au cœur du pouvoir. Une trentaine de députés également, qui sont militaires. Alors on l'a vu, une des premières décisions qui a été prise par le président élu, c'est ce transfert de l'ambassade du Brésil, donc de Tel Aviv à Jérusalem. Pourquoi suit-il Donald Trump? Bon, on peut voir les choses de cette façon-là. Moi, je dirais que c'est un choix de conviction. Jair Bolsonaro, en mai 2016, est allé en Israël pour se faire rebaptiser dans les eaux du Jourdain par un pasteur évangéliste, pentecôtiste. Ce sont ses convictions religieuses. C'est un quasi-évangéliste. Pour les évangélistes, Israël, c'est un pays qui a symboliquement le pays du Christ, qui était juif, et donc il est normal que, comme pour les juifs, Jérusalem est la capitale historique et religieuse, que cette capitale soit transférée, cette ambassade soit transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Il y aura probablement une deuxième étape, il l'a annoncé pendant sa campagne électorale, la fermeture de l'ambassade palestinienne à Brasilia. Oui, qui est très proche d'ailleurs de la présidence brésilienne, ce qui apparemment dérange aussi Bolsonaro. Voilà. Alors Trump en tout cas on parlait de Trump, il a face à lui des contre-pouvoirs aux États-Unis. Il y a le Congrès, il y a certains médias, il y a la Cour suprême dans certains cas. Quels sont les contre-pouvoirs au pouvoir de Bolsonaro au Brésil? Alors paradoxalement, les contre-pouvoirs, il y en a très peu. Disons que la démocratie brésilienne fonctionne pas très bien depuis 2016. Donc il faut rappeler, 2016, c'est la destitution de la présidente élue en 2014, Dilma Rousseff, accusée de crimes contre la Constitution qui étaient inexistants, constitutionnellement parlant. Et ensuite... Donc vous diriez que c'était un coup d'État à l'époque, une sorte de coup d'État institutionnel? Un quasi-coup d'État. Disons que la Constitution brésilienne étant présidentialiste, les députés souhaitaient changer de politique, mais il n'y avait pas de Premier ministre à renverser. Donc ils sont allés chercher un article, l'article 86 de la Constitution, pour voter à la majorité, puisqu'il l'avait, la destitution de la présidente. Donc pas vraiment de contre-pouvoir. La Cour suprême peut-être? Non, la Cour suprême, je vous l'ai dit tout à l'heure, avait cédé aux pressions des militaires. Les contre-pouvoirs
curieusement et paradoxalement, pourraient venir des soutiens économiques de Bolsonaro et médiatiques. Je m'explique, il a comme principal soutien le groupe, un lobby des agro-exportateurs brésiliens qui ont comme principaux clients la Chine et les pays arabes. D'accord. C'est les producteurs de soja essentiellement. Soja et de viande. Et voilà, les bovins, les éleveurs. Voilà, alors le Brésil est la ferme du monde, le plus grand exportateur de produits agricoles du monde. Qui soutiennent Bolsonaro en tout cas. Ils soutiennent Bolsonaro, ils l'ont laissé parler pendant la campagne, puisqu'ils voulaient éviter que le PT ne revienne au pouvoir. Le PT, c'est-à-dire le Parti des travailleurs de gauche. De Lula. De Fernando Haddad, donc du candidat de Lula. Mais ces groupes ont des clients. Il va y avoir nécessairement un problème, il y a une contradiction entre les convictions de Bolsonaro anti-arabes et anti-chinoises et les clients principaux de ses soutiens économiques. Pour l'instant, le problème n'est pas posé. On verra ce qui se passe après le 1er décembre, après sa prise de fonction, et de quelle façon cette contradiction va être solutionnée. Mais donc le contre-pouvoir pourrait venir de ses soutiens actuels, en fait, voilà, paradoxalement. Et de la presse, puisqu'il a également des problèmes donc toute la presse était, à une exception près, anti-Haddad, anti-Parti du Travail. Mais aujourd'hui, il y a un de ces journaux, un des grands journaux de Sao Paulo, la Folha de São Paulo, une journaliste a fait un reportage sur des comportements financiers qui n'étaient pas très corrects de la part de Bolsonaro. Et donc, il est actuellement en contradiction avec ce journal. Alors que jusqu'ici, il avait été, disons, il n'avait pas été touché par la corruption. En tout cas, il s'en prévalait, Bolsonaro. Alors la corruption, justement, est-ce qu'on peut dire qu'elle touche tous les partis, aussi bien la gauche que la droite? Lula est en prison, il a été condamné à 12 ans de prison. Est-ce qu'elle touche aussi les partis de droite, on peut l'imaginer? Oui, alors l'Organisation de Transparence Internationale avait fait une enquête. La moitié des parlementaires qui avaient condamné, qui avaient voté la destitution de la présidente, Dilma Rousseff, faisait l'objet de poursuites pour corruption. Donc la corruption touche tous les partis politiques. C'est le système brésilien qui conduit, le système électoral qui conduit à des pratiques que la morale condamne. La particularité de la justice brésilienne, c'est qu'elle a mis la priorité sur les poursuites exercées en direction d'un seul parti, le Parti des travailleurs, et des hommes d'affaires et des industriels qui ont soutenu le gouvernement Lula. Donc on peut dire que la justice brésilienne a été plus rapide, unilatérale, contre le Parti des travailleurs plutôt que contre tous les partis. Voilà, ça a créé une image du Parti des travailleurs sur laquelle s'est appuyé Bolsonaro, bouc émissaire de toutes les crises du Brésil, crise sociale, crise économique et crise éthique. Donc le Parti des travailleurs a été au pouvoir pendant 13 ans à peu près, avec Lula d'abord, deux mandats. Il n'était pas au pouvoir aujourd'hui, depuis 2016. Oui, 2 mandats de Lula et puis 1 mandat et demi de Dilma Rousseff. Oui. Dans quel état se trouve la gauche brésilienne aujourd'hui? Est-ce qu'elle est pour longtemps dans l'opposition? Oui, alors cela dit, le PT a le groupe parlementaire le plus important du Congrès. C'est un chiffre assez relatif, 56 députés sur 513. Il a 4 États. Il a gagné les élections dans 4 États. Le Brésil est un pays fédéral. Cela dit, il a peu d'alliés, dont l'ensemble des partis de gauche, à supposer qu'ils soient d'accord entre eux, ce qui n'est pas le cas, représenterait un petit tiers de la Chambre des députés. Le Parti des travailleurs porte une lourde responsabilité dans l'émergence et dans la victoire de Bolsonaro. Il y avait un ras-le-bol du Parti des travailleurs. Je vous dis, le ras-le-bol a été fabriqué par l'action de la justice qui a ciblé principalement les affaires concernant le Parti des travailleurs. Et il y a eu l'effet crise. Le Brésil est en crise depuis 2012-2013. Et cette crise s'est approfondie. Et cette présentation du PT comme bouc émissaire des problèmes du Brésil a joué contre le PT. La presse économique titrait au mois d'août « Le Brésil n'a jamais connu une crise aussi profonde depuis un siècle que celle qu'il est en train de vivre ». Ce qui est incroyable, parce qu'en 2010, à la fin du 2e mandat de Lula, il avait une popularité de 85-87% dans l'opinion publique brésilienne. Donc c'était une chute extrêmement rapide. Relative. S'il avait été candidat, il aurait probablement été élu. Oui, on lui donnait 40% au premier tour. Au premier tour, oui. Ouais. Mais ma question, c'était est-ce qu'elle va pouvoir s'en remettre, la gauche?
Parce qu'il n'y a pas que le PT aussi à gauche. Oui, c'est une vraie question. Cela supposerait que notamment le parti de gauche qui a fait 12% des voix, le candidat arrive en 3e position du PDT, du Parti démocratique du travail, de Ciro Gomes, trouve une forme d'accord avec le PT, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que Ciro Gomes a appelé à voter contre Bolsonaro, mais n'a pas voulu rentrer dans le front démocratique que lui proposait le Parti des travailleurs. Ciro Gomes est venu se reposer à Paris entre les 2 tours. Est-ce qu'il aura une majorité, Bolsonaro, justement, au Congrès brésilien? Alors, il n'a pas de majorité automatique, mais aucun président n'a jamais eu de majorité au Parlement brésilien. Donc, le système électoral favorise la création, l'éclatement en de multiples partis. Il y a 30 partis politiques et 513 députés. Cela dit, ce sont des députés, c'est un Parlement qui n'a jamais été aussi à droite et conservateur que celui-là. Et donc, sur un certain nombre de projets très conservateurs en matière de politique familiale ou de politique économique, il pourra négocier des accords et trouver une majorité. Alors pendant la campagne, Bolsonaro a dénoncé la menace communiste qui pèse sur le Brésil. Il y a encore des communistes au Brésil? Non, c'est-à-dire qu'il associe à communistes tous ce qui sont ses opposants. Là, on retrouve sa forme de pensée évangéliste. Pour un évangéliste, celui qui n'est pas dans notre religion est dans le chemin de l'erreur, c'est-à-dire le chemin de Satan. Et donc, dans le discours de Bolsonaro, Satan, c'est le communisme. L'erreur, ce sont les opposants, et les opposants sont communistes. Donc, c'est un sujet de préoccupation pour les démocrates brésiliens, parce que ça annonce une pratique de la démocratie dans laquelle il n'y aura pas simplement 3 pouvoirs, mais il y aura un 4e pouvoir, Dieu, dont l'interprète est le président. Merci Jean-Jacques Koulianski pour ces explications, ces éclaircissements sur ce qui attend le Brésil dans les prochaines années. Merci beaucoup d'être venu en parler dans le 64 minutes.